Bonjour et merci infiniment de nous recevoir encore en ce jour chez vous sur Direct Santé. Rencontre et échange, nouveau numéro. Nous allons une fois revisiter un peu les faits marquants de notre actualité de ces derniers jours, comme on le fait d'habitude chaque semaine. Et dans le cas justement de la publication de cet ouvrage Togo, une démocratie en construction, écrit par un confrère togolais que je vais vous présenter tout à l'heure. On va parler de cet ouvrage, mais aussi jeter un regard sur les temps forts de l'actualité de ces derniers jours. Mon invité du jour s'appelle Jean-Paul Agbo Arouelete. Merci Jean-Paul d'accepter notre invitation. Merci de m'avoir invité. C'est cela. Alors vous avez fait paraître cet ouvrage au titre assez évocateur, Togo, une démocratie en construction, avec un autre confrère, Louis Magloire Kemayou. Alors première question, comment vous avez venu l'idée d'écrire cet ouvrage avec ce titre? Alors disons que d'abord en tant que citoyen, ensuite en tant qu'homme de médias, je suis amené à commenter à travers les colonnes de mon journal et sur des plateaux comme celui-ci, l'actualité de notre pays. Ce qui fait de moi, d'ailleurs de tous les autres citoyens, des témoins, des observateurs privilégiés de la vie politique de notre pays. Oui. Alors, il m'a paru pertinent que écrire un livre me donnerait plus de latitude. Au-delà de vos parutions dans la presse écrite. Exactement. Oui. Le livre donne plus de latitude pour donner mon point de vue sur la vie politique dans le pays, en ce sens où j'aurai plus d'éléments déjà par rapport à l'analyse de cette vie politique et en plus en donnant des clés de compréhension de cette vie politique. Et l'élection du 22 février me donne l'opportunité justement de donner ce point de vue. On va peut-être en parler tout à l'heure, oui. en partant de l'époque de l'indépendance jusqu'à ce jour. Vous êtes remonté, ce qu'un journal en 2-3 pages ne peut pas faire. Offrir. C'est ça. Alors vous êtes allé loin, n'est-ce pas, depuis le début du processus démocratique des années 90. Vous êtes retourné dans les années de l'indépendance. Vous êtes revenu dans le processus démocratique, n'est-ce pas, avec en toile de fond l'élection du 22 février dernier. Mais avant cela, c'est un ouvrage coécrit avec un autre confrère qu'on ne connaît pas très bien au Togo. Qui est-il, ce Au Togo, bon, ceux qui suivent quand même l'actualité sur les chaînes internationales doivent le connaître. Louis Magloire Kemayou, c'est un Camerounais d'origine qui vit en France, que moi j'ai connu à l'époque où il dirigeait la rédaction de la chaîne Télé Sud. On a sympathisé, après il a quitté Télé Sud et on s'est croisés sur des forums internationaux, que ce soit au Rwanda, aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Éthiopie. Donc il connaît aussi notre actualité, bien sûr, politique, oui. Parce qu'il intervient souvent sur les grandes chaînes internationales, RFI, TV5, Monde, France 24, Africa 24, ainsi que d'autres chaînes internationales. Je l'ai surtout fréquenté sur le plateau de TV5 dans l'émission Afrique Presse, où chaque fin de semaine, l'actualité africaine était abordée et décryptée. Donc on a véritablement sympathisé. Et vous avez des points de vue convergents sur certains sujets, c'est ça? J'avais voulu avoir aussi un regard extérieur de la vie politique togolaise. C'est un Africain, un Camerounais, Cameroun qui a été aussi une colonie allemande comme le Togo, et qui, à certains aspects, connaît à peu près la vie politique qui est la nôtre. Et pour moi, il était pertinent d'avoir ce regard extérieur d'un confrère sur la vie publique togolaise, regard que je pouvais confronter au mien pour produire ce livre. C'est cela. Alors, Togo, une démocratie en construction, Jean-Paul Agbo Arouelete, Louis Magloire Kemayou. Alors, dites-moi, le titre, c'est assez évocateur, n'est-ce pas? Alors, une démocratie en construction, c'est-à-dire? Vous savez, la vie politique d'un pays est toujours en mouvement. C'est une situation dynamique, faite de haut, de bas, de progrès, de recul. J'allais dire de séquences vertueuses avec des réformes qui peuvent conforter l'édifice démocratique
ou avec des séquences j'allais dire, vicieuses qui peuvent fragiliser cet édifice. Donc, de notre point de vue, la démocratie ne peut être conçue que dans sa, j'allais dire, dans sa vision dynamique. Quand vous prenez des pays... Elle n'est pas statique, c'est ça? Oui, oui, justement, elle n'est pas statique. Quand vous prenez tout le processus démocratique de notre pays depuis 1990, vous avez vu qu'il y a des périodes. Je ne veux prendre que pour exemple la nuit de la Saint-Sylvestre ou des réformes constitutionnelles de 2019 ou 1999. 99, oui. Oui, 2000, oui, en 2000 plutôt, où des réformes ont été donc adoptées par une assemblée, j'allais presque dire non représentative, et ces réformes ont constitué des points de crispation de la vie publique de notre pays pendant des années. Ça, je peux considérer ça comme un recul dans la vie publique. Mais en même temps, il y a eu récemment des réformes qui ont remis dans la Constitution la question de la limitation du mandat présidentiel et l'élection en 2 tours. Ça, c'est la séquence que j'appelle vertueuse. Donc, dans toutes les démocraties ou dans toutes les vies publiques, il y a des hauts et des bas. Aujourd'hui, lorsque vous prenez le Bénin qui est cité comme un exemple en matière de démocratie dans la sous-région, vous interrogez certains Béninois, ils vous diront qu'ils connaissent actuellement un recul. Pourtant, il n'est venu à l'idée de... Ils votent même ce week-end pour des élections municipales ou des partis. Une bonne partie de la classe politique est exclue, comme ce fut le cas pour les élections législatives. Mais il viendrait à l'esprit de quelques observateurs, que ce soit de dire que le Bénin est aujourd'hui une dictature. Non, c'est une démocratie, mais actuellement qui connaît des reculs ou une séquence plutôt vicieuse. Vous prenez la Guinée, pareil, qui était considérée comme... Guinée-Conakry, comme aussi un pays plutôt avec un édifice démocratique assez avancé. Aujourd'hui, il y a des questions qui se posent avec la volonté du président Alpha Condé de briguer un 3e mandat. Donc, comme je l'ai dit, c'est des séquences vertueuses, des fois vicieuses. Est-ce que ce ne sont pas aussi des tas inhérents à notre processus même? Non. Parce que, en réalité, on ne peut pas comprendre qu'on peut aussi avancer et puis en même temps... Non, je ne vous surprendrai pas en vous disant que quand Trump a été élu président, et à travers certains de ses actes, il y a des Américains qui considèrent que leur démocratie est en danger, qu'il y a des reculs chez eux. Moi, je me rappelle, il y a quelques mois, lorsque il y avait la crise sociale en France avec les Gilets jaunes, j'ai suivi plusieurs Français, Gilets jaunes, à la télé, disant que, qualifiant de façon bien sûr exagérée, qualifiant leur président Macron de dictateur. Certains appelaient même à un coup d'État, en direct à la télé. Donc, ça veut dire qu'à des moments particuliers de chaque État, il y a un rapport justement à la démocratie, à l'édifice démocratique, et qui fait que les gens se posent la question de l'état de la vie publique. Donc, pour certains même, c'est un pléonasme que de dire que finalement, le Togo est une démocratie en construction, parce que pour eux, la démocratie est nécessairement en construction. Et il n'y a pas de démocratie parfaite, il n'y a pas de situation démocratique statique. Mais il y a des règles standards, il y a des normes internationales qui confortent justement l'idéal de démocratie. Et tous les États modernes qui se veulent démocratiques ont ces fondamentaux, mais il peut y avoir des reculs. Aujourd'hui, les fondamentaux de l'État de droit dans notre pays, nous avons la séparation du pouvoir, des 3 pouvoirs. Sur le papier Oui, mais ça, c'est les fondamentaux. Lorsque vous construisez, parce que c'est d'abord par le papier, après, il y a les règles, après, il y a la pratique. Donc, c'est les pratiques qui font que parfois, il y a des reculs, et ces pratiques, après, sont confortées parfois dans les tests. Donc, les règles telles que définies dans un État démocratique sont en cours dans la plupart des pays, en tout cas dans la sous-région. Maintenant, au niveau des pratiques, il peut y avoir, encore une fois, des reculs, mais ça ne remet pas en cause la volonté commune des Togolais de vivre dans un État pluraliste, démocratique. Et je peux même dire que
le choix d'un pays démocratique est un choix irréversible. Personne ne pense que demain, on va revenir à un système de parti unique où on devrait tous regarder dans la même direction et où on aura un timonier qui sera élu à 100% des électeurs. Non, on vit aujourd'hui et j'en suis convaincu pour toujours dans un pays pluraliste où chacun peut exprimer son point de vue. La preuve aujourd'hui, vous me recevez sur votre plateau, demain vous recevez quelqu'un d'autre qui aura peut-être une lecture différente de la vie politique. C'est ça les fondamentaux de notre pays et de la vie démocratique. Alors, pour faire ce ouvrage, vous êtes remonté loin dans d'autres pays, notamment dans les années de l'indépendance. Pourquoi avez-vous jugé nécessaire de faire ce recul dans le temps? Je pense que pour parler trivialement, c'est dans le miroir du passé qu'on comprend certaines situations présentes. En 90, il a paru opportun et important pour la classe politique togolaise naissante de se retrouver dans un forum qu'ils ont appelé Conférence nationale souveraine pour jeter les bases de cette société démocratique et pluraliste dont je parlais tout à l'heure. Mais pour comprendre pourquoi il a fallu cette rencontre et pour comprendre pourquoi on a vécu dans un système de parti unique, il faut remonter à plus loin. Pourquoi il y a eu un coup d'État en 63, il faut remonter à plus loin que 63. Donc on ne peut pas aujourd'hui parler de la vie politique togolaise dont, j'allais dire, beaucoup d'éléments prennent racine finalement à l'époque des indépendants. Je ne parle même pas de la période post-indépendance, je parle même de la période pré-indépendance, parce que toutes les tensions qu'on a connues juste au lendemain de l'indépendance, dans les années 60 prennent racine justement dans la lutte entre les nationalistes et les progressistes. Et après l'indépendance, justement, les progressistes se sont retrouvés dans l'opposition, pour certains en exil. Toute cette période tourmentée de notre vie politique a été l'une des raisons du coup d'État et puis après tout ce qui s'en est suivi. Et puis parfois aussi, il faut savoir que l'histoire se répète. On a parlé de limitation de mandat, un mandat de 5 ans et tout ça. Toutes ces questions se posaient déjà à la première République togolaise, parce que la première constitution de notre jeune pays avait acté, par exemple, la non-limitation de mandat et un mandat à 7 ans, renouvelable autant de fois. Donc, c'est des débats qui ont lieu aujourd'hui, qui avaient déjà lieu dans les années 60. Donc, il nous a paru important de remonter le temps pour comprendre un certain nombre de cheminements de la classe politique de notre pays. Et ce coup d'État, avait quand même constitué un coup dur pour la marche, le développement, l'essor de notre pays à l'époque, n'est-ce pas? Bien sûr, c'était le premier coup d'État sur le continent. Et c'était un coup d'État qui est intervenu 3 ans seulement après l'indépendance. Donc, cela n'a pas permis à notre jeune nation, et puis surtout aux dirigeants de l'époque, de mettre en œuvre toute leur politique sur le plan économique et social. Donc, 3 ans plus tard, c'est vrai que ce régime est surtout jugé par rapport à sa politique politicienne, j'allais dire, sur la question des droits de l'homme, sur la question du contenu de la Constitution, etc. Mais peu font cas, justement, du projet de société de ce premier gouvernement qui, selon beaucoup, était un projet de société susceptible justement de créer les conditions du développement de nos jeunes nations. Donc on ne peut pas vraiment faire le bilan économique et social de ce premier gouvernement parce que le coup d'État est arrivé beaucoup trop tôt après les indépendances dans un contexte effectivement de politique tourmentée. 3 ans, c'était trop peu finalement pour mettre en œuvre, pour apprécier la qualité de ce problème. C'est ça. Alors, vous avez fait parenthèse dans l'ouvrage avec une terminologie abordée qui était synonyme dans la plupart, n'est-ce pas,
l'opinion de nos concitoyens est synonyme d'indépendance. Et il y a aussi l'idée que Ablo serait une divinité à qui, n'est-ce pas, le pays serait consacré, ou en tout cas en guise de remerciement. D'où avez-vous tiré cette page qui n'est pas toujours connue de tous les Togolais? Alors, cette partie de l'ouvrage nous a paru intéressante parce que c'est vrai que nous faisons dans notre société traditionnelle, notamment au Togo, beaucoup référence à Dieu. À Dieu pris dans son insertion générale, j'allais dire. Dieu, toutes les divinités qui vont avec. Je crois même que la première phrase de notre constitution, c'est « Nous, peuple togolais, nous sommes sous la protection de Dieu. Donc cette référence permanente à Dieu nous a interpellés. Vous vous rappelez même que, enfin, tout récemment, un évêque a soutenu un candidat lors de l'élection de février sous l'impulsion du Saint-Esprit. Donc, il y a toujours cette référence à Dieu. Oui, le Togolais profondément croyant, n'est-ce pas? Profondément croyant. Alors, vous évoquez la question de Abloré. Depuis toujours, je fais partie de ceux qui ont toujours pensé que Abloré voulait dire indépendance, en effet. Et finalement, il y a un groupe qui s'appelle les rectificateurs, qui aujourd'hui sur la place publique, c'est pas quelque chose qui est caché, hein. Ils interviennent souvent, surtout à l'approche de la célébration de l'indépendance, pour dire qu'en réalité, Abloré, comme on l'entend, on le prononce, devait être plutôt prononcé en deux mots. Ablo et Dé. Ce qui veut dire Ablo, qui fait référence donc à la divinité Ablo, et Dé, délivrance en langue hébreu. Donc Ablo nous a délivrés. Donc selon cette thèse des rectificateurs, c'est pas nous dans le livre qui développons cette thèse, c'est plutôt les rectificateurs. Selon cette thèse, pendant la lutte pour l'indépendance, les pères justement des nationalistes auraient fait un deal avec cette divinité. Donc en contrepartie, justement, de l'indépendance, s'ils arrivaient à avoir la victoire, en contrepartie, ils procédaient à un certain nombre de sacrifices, à un certain nombre de choses. En guise de remerciement. En guise de remerciement à ces divinités-là. Sauf que 3 ans après l'indépendance, ils n'ont pas eu le temps matériel pour, j'allais dire, honorer leur part du deal. Et finalement, c'est pour cela que le Togo a connu des périodes politiques très tourmentées. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est quelque chose qui est soutenu par... C'est pas de la superstition par hasard? Bon, j'en sais rien. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est quelque chose qui est soutenu, qui est conforté par des prédicateurs et qui est aussi conforté par l'évêque dont je parlais tout à l'heure, Monseigneur Baudreau, qui dit que, enfin, qu'il avait dit à l'époque que le Togo a été, les premières années de notre indépendance, le pays a été consacré à des divinités païennes et que ça continuerait à ce jour, selon sa thèse. Et pour anecdote, on cite aussi cette anecdote dans le livre. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait un monument qui avait été installé au carrefour menant à l'aéroport général Gnassingbé et Adema. Et ce monument a été nuitamment enlevé. Je crois que c'était en 2016. Alors pourquoi ce monument a été enlevé? Simplement parce qu'il y avait un lobby, j'allais dire, en gros, on va dire un lobby chrétien, associant les catholiques, les assemblées de Dieu, qui ont estimé que ce monument, qui en fait était une représentation de Vénus, Vénus pour eux, en fait, c'est l'équivalent de Ablo. C'est ça, ici. Donc, ils ne supportaient pas que Ablo soit érigé à ce moment. C'est cette anecdote qu'on a racontée. Maintenant, est-ce que c'est une réalité? Est-ce que effectivement le Togo a été consacré à ces divinités? Bon, je ne suis pas spécialiste des questions spirituelles ou mystiques. Il y a des gens qui sont plus compétents sur ces matières que moi pour en parler. Mais il nous a paru intéressant de relever cela. Oui, avec cette certitude que notre pays a connu beaucoup de
soubresaut sociopolitique. Alors, 30 ans après les indépendances, 60 ans, c'est en 90 qu'on a trouvé que le parti unique était unique et qu'il faut remplacer. Et nous sommes encore à 30 ans, de 90 à 2020 aujourd'hui, et toujours pas le bout du tunnel. Non, on ne peut pas dire ça. Je vous trouve très sévère envers notre processus démocratique. Non, beaucoup de choses quand même ont changé, pas seulement au Togo, je crois que dans le monde et dans la sous-région. Beaucoup de choses ont changé. Je vous assure qu'il y a 30 ans, on ne serait pas en train de faire cette émission dans ce studio. On ne parlerait même pas d'élections pluralistes dans le pays. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Moi, je me rappelle quand on était petit, il y a un certain nombre de choses qui étaient inimaginable dans notre pays. Donc, beaucoup de choses ont évolué. Mais c'est qu'à chaque fois qu'on fait un progrès, les gens ont tendance, c'est pas particulier au Togolais, c'est dans presque tout le pays, les gens ont tendance à oublier ce qu'était la situation antérieure, en fait. Et ils n'arrivent pas à apprécier les progrès qui sont faits. Et c'est quand ils perdent, justement, j'allais dire, ces situations vertueuses qu'ils se rendent compte que c'était mieux avant. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, même sur le plan démocratique. J'entends souvent dire, oui, ça fait 30 ans qu'on a commencé cette lutte et elle n'a pas abouti. Non, la lutte n'a pas consisté simplement... L'idée, c'est que nous demeurons et restons les seuls dans la sous-région à ne pas connaître. Oui, j'en viens. Oui. Donc la lutte pour la démocratie, ce n'est pas que l'alternance. Cela en constitue un des éléments, mais ce n'est pas que l'alternance. La liberté d'expression, la liberté de presse, le pluralisme politique, le pluralisme aujourd'hui, bon, un peu moins, mais on a une assemblée plutôt pluraliste. Si on n'a pas toutes les tendances, c'est parce qu'à un moment certain, on fait le choix. Après, on peut en discuter. On fait le choix de ne pas y participer parce que la législature précédente, toutes les grandes tendances étaient représentées. Donc, on a quand même, encore une fois, on revient sur ce que je disais, l'édifice ou les fondamentaux d'une nation moderne et démocratique. Maintenant, effectivement, il reste un élément et il ne faut pas que l'absence de cet élément remette en cause tous les progrès qui sont faits. Maintenant, cet élément, ça ne se fait pas sur un claquement de doigts. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui offre l'alternance, de mon point de vue, même si je suis un fervent catholique pratiquant. Je ne crois pas qu'il faille associer Dieu ou le Saint-Esprit à des choses très politiques comme celle de l'alternance. Je pense que c'est les citoyens à travers le vote, en tout cas dans un système démocratique, qui détermine finalement s'il faut alternance ou pas. Et peut-être on va en parler. Lorsqu'on ne mobilise pas suffisamment les citoyens, lorsqu'on n'a pas les représentants dans les bureaux de vote, lorsqu'on ne se lève pas trop tôt pour parler de ce qui préoccupe les gens au quotidien et que c'est à 1 mois, 2 mois, 3 mois des élections et qu'on commence à faire campagne, non pas sur tout le territoire, mais simplement dans certains endroits, d'ailleurs déjà acquis, il est très difficile d'espérer l'alternance. Donc, c'est un combat qui doit être mené par ceux qui veulent et ceux qui croient en cette alternance. Et ça est un combat de tous les jours et non un combat tous les 5 ans. C'est ça. Et malheureusement, 30 ans après, nous sommes toujours au contentieux électoraux. Et comment s'en sortir en réalité si jusque-là, cette démocratie en construction et qu'à chaque élection, on vote, on conteste, on proteste, finalement, ça veut dire que c'est l'éternel recommencement. J'allais dire que la contestation électorale, c'est un sport bien continental, africain. Il n'est pas, encore une fois, particulier au Togo. Du Ghana au Nigeria, en passant par le Sénégal, le Mali, etc., les élections sont toujours contestées. En Côte d'Ivoire, etc. Les élections sont contestées parce que, d'abord, pour ma part, et c'est mon analyse, c'est l'élection présidentielle surtout, c'est la mère des élections. C'est elle qui, j'allais dire, détermine finalement, réellement, l'avenir de toute une nation. Et pendant 5 ans, on dirait qu'il y a un groupe de personnes politiques, de personnes relevant du secteur économique, social et tout ça, qui prennent le pouvoir. Et ceux qui perdent se disent que pendant 5 ans, ils vont être exclus du jeu politique, du jeu économique et tout ça. Et peut-être que ce n'est pas qu'une impression, peut-être aussi c'est la réalité oui, dans beaucoup de pays. Donc, c'est pour ça qu'il y a une forte
de fortes tensions à chaque fois qu'il y a des élections présidentielles. Je vous dis que ce n'est pas particulier au Togo. Les dernières élections au Nigeria ont provoqué de nombreux morts. Les dernières élections au Sénégal, il y a de fortes contestations. Donc c'est par rapport à cette réalité-là. Simplement, chez nous, la contestation dure beaucoup plus longtemps. On a connu notamment en 2010, où la contestation a presque duré 5 ans, où des compatriotes ont protesté et marché pendant 5 ans. Elle dure pendant longtemps parce que, contrairement aux autres pays, à partir du moment où les élections sont passées, les institutions chargées de leurs résultats donnent les résultats et finalement la Cour constitutionnelle ou le Conseil constitutionnel, selon le cas, se prononce et que le président prête serment, je pense que dans beaucoup d'autres pays, les gens passent à autre chose. Donc, ils prennent date pour le prochain scrutin. Chez nous, la différence est que le contentieux électoral perdure dans le temps jusqu'aux prochaines élections. Ce qui fait d'ailleurs que pendant tout ce temps, l'on ne se prépare pas pour la prochaine élection. Oui. Alors, certains diront que c'est aussi parce que peut-être dans ces pays, les politiques ont davantage confiance en ces institutions qui interviennent pendant tout le processus. Sans doute, même si dans ces pays aussi, ils contestent la neutralité ou l'impartialité. Mais en tout cas, ils s'y plient. Ici, malgré que les gens acceptent de jouer le jeu, parce que pour ma part, lorsque vous acceptez d'aller aux élections, et que, y compris, vous avez des représentants, notamment dans la CENI, c'est que vous en acceptez le jeu. Vous ne pouvez pas aller aux élections avec les institutions dont vous connaissiez la composition, les attributions, le fonctionnement, la CENI, la Cour constitutionnelle et tout ça, et c'est à la fin, justement, du processus que vous revenez à la compter. Ou vous n'avez pas confiance, et vous décidez, parce qu'il y a des partis qui le font, on dira peut-être que c'est des partis mineurs, mais il y a des partis qui considèrent qu'ils n'ont pas confiance en ces institutions, donc ça ne sert à rien de participer. Alors ceux qui participent, c'est qu'implicitement, ils reconnaissent, en tout cas, les compétences, les prérogatives de ces institutions. J'ai beaucoup de mal à comprendre, par exemple, lorsqu'on saisit la Cour constitutionnelle d'un recours sur la régularité des élections, que le recours est rejeté, on ne peut pas revenir après contester la compétence de cette Cour, parce que si on saisit la Cour, c'est que quelque part, on reconnaît sa compétence sur le contentieux. C'est ça. Et justement, il y a ce contentieux, bon, je ne sais pas si c'est déjà réglé, les ennuis judiciaires, n'est-ce pas, de M. Agboué Kodjo. Alors, comment qualifier cela au regard, n'est-ce pas, de ces institutions? Parce qu'il continue toujours par réclamer, n'est-ce pas, cette victoire. Oui, pour ma part, je pense qu'il faut faire la part entre deux choses. Oui. Il peut continuer à réclamer sa victoire si, avec sa dynamique, etc. Mais une question est de dire qu'on a gagné. Ce qui a été fait en 2010, par exemple, sans arrestation forcément. Oui, sauf que, avant de revenir à la question initiale, sauf que contrairement à 2010, comme je l'ai dit, dans tous les pays africains, les élections sont contestées. En 2015 au Togo, 2010, 2005, 2003, 98, bon, sauf peut-être 93 où il n'y avait que des candidats d'apparat en face de Gnassingbé et Adema. Les élections ont toujours été contestées, que ce soit Jean-Pierre Fabre, J-Christo Olympio, Bob Akitane, mais ils n'ont pas été interpellés. Alors, pourquoi cette fois-ci on interpelle quelqu'un qui revendique la victoire? Je crois qu'il y a un certain nombre d'actes qui ont été posés, à mon avis, et de lignes rouges qui ont été franchies que les prédécesseurs de Agboué Kodjo, qui prétendaient avoir gagné, n'ont pas franchi. Vous faites allusion à quels sont ces actes? Alors, je vais en citer quelques-uns. Oui, oui. Prenons le cas de l'utilisation des emblèmes de l'État. C'est puni par la loi. La deuxième chose, c'est justement en utilisant ces emblèmes, c'est la nomination d'un Premier ministre et d'un ministre des Affaires étrangères. Mais aussi, c'est l'appel, finalement. Tout ça, c'est prévu par le Code pénal. Et donc, c'est sous l'empire du Code pénal qu'il est poursuivi. Alors, par exemple, lorsqu'on s'adresse aux forces armées togolaises, leur demandant de se mettre à sa disposition pour justement l'aider à prendre le pouvoir des mains justement de ceux qu'ils considèrent comme des usurpateurs, c'est
un délit, c'est puni justement par le code pénal. Donc tout cela, c'est des actes que les prédécesseurs dans la contestation de M. Agbome Kodjo n'ont pas fait, et c'est des lignes qu'ils n'ont pas franchies. Peut-être à raison, parce qu'ils connaissaient les conséquences de tels actes. Donc le fait simplement de dire qu'on a gagné, pour moi, ne caractérise pas un délit, n'est pas suffisant pour que quelqu'un soit poursuivi. Mais il y a des actes qu'un État, même, imaginons, renversons les choses. Imaginons que la CENI ou la Cour constitutionnelle ait déclaré M. Agbome Kodjo gagnant, vainqueur de l'élection présidentielle, et que derrière, M. Faure Gnassingbé fait un audio, une vidéo, appelant les forces armées à l'aider à prendre le pouvoir. Quelle aurait été notre réaction? Donc, c'est exactement la même chose lorsque vous vous adressez aux forces armées ou, en tout cas, à des corps constitués pour vous aider à prendre le pouvoir. Ça peut constituer, ça peut caractériser un délit puni par la loi. Très bien, merci. Rencontre échange nouveau numéro, nous parlons de Togo, démocratie en construction, lors de la parution de cet ouvrage écrit par nos confrères Jean-Paul Agbois-Relete, Louis Magloire-Kemayo, qui fait donc le parcours des étapes, n'est-ce pas, traversées par notre pays lors de son acheminement vers la démocratie. Alors, la préoccupation aujourd'hui, c'est de savoir où est-ce que nous en sommes exactement dans cette marche. C'est vrai, vous dites que c'est un truc dynamique, qui n'est pas statique, qui est en construction. Mais alors, est-ce qu'il y a plus de points forts que de points faibles dans cette marche? Je dirais que ça les acquis et les insuffisances. Non, je pense que, bon, certains diront que le verre est à moitié plein, d'autres diront que le verre est à moitié, ou que le verre est totalement vide. Non, mais objectivement, on ne peut pas dire que rien, le processus, la marche du Togo, justement, vers cette édification de la démocratie, c'est une marche à reculons. Je l'ai dit, il y a des hauts et des bas, et on a connu des séquences vertueuses la dernière fois avec la question de la limitation de mandat. Aujourd'hui, et vous l'aurez remarqué d'ailleurs, que toutes les périodes préélectorales dans notre pays ont toujours été tendues depuis les réformes intervenues dans la nuit du 5 Sylvestre, parce que ces élections ont toujours été précédées par des revendications portant sur des réformes politiques, institutionnelles, constitutionnelles. Cette année, on n'en a pas eu. On n'en a pas eu parce que l'essentiel des sujets de tension, de crispation de la vie politique de notre pays ont été évacués avec les réformes. Alors on peut dire que ce n'est pas suffisant, mais encore une fois, c'est une vie politique dynamique. Même en France, de temps en temps, il y a des réajustements, il y a des corrections et des modifications constitutionnelles qui sont faites. Donc, pour adapter les choses. Donc, mais les fondamentaux sont là. Donc, les réformes qui ont été faites la dernière fois ont permis d'évacuer ces questions. Donc, c'est un pas encore positif. Et je rejoins ce que vous avez dit. En réalité, la lecture que font beaucoup, certains, de la vie politique togolaise est biaisée par une chose ou est regardée uniquement à l'aune d'une seule préoccupation, celle de l'alternance, qui leur fait penser que comme il n'y a pas d'alternance, tout le reste doit être balayé de revers de la main et que tout le reste ne vaut rien. Non, parce que en réalité, encore une fois, l'alternance n'est qu'un élément. Demain, il peut y avoir alternance, mais recul sur les autres plans. Parce je vous rappelle, ça ne veut pas dire qu'on est contre l'alternance, ça veut simplement dire que l'alternance ne suffit pas à caractériser à elle seule la situation démocratique d'un État. Je vous rappelle par exemple que Hitler est venu par des élections démocratiques. Je vous rappelle que Alpha Condé, aujourd'hui contesté avec des centaines de morts en Guinée-Conakry, est venu par des élections démocratiques. Il y a eu alternance là-bas, donc il est venu. Donc, le simple fait qu'il y a alternance ne suffit pas à caractériser finalement. Et le fait qu'il n'y a pas alternance ne suffit pas à dire que tout le reste est noir. Donc, c'est un combat de tous les jours qui est fait par les acteurs politiques eux-mêmes, mais aussi par toute
la société civile, que ce soit les journalistes, tout ce qui est la question de la liberté de la presse, de la liberté d'expression, et puis les acteurs de la question des droits de l'homme et tout ça. Donc je dirais que c'est un mouvement d'ensemble, et c'est ce mouvement d'ensemble qui un jour conduira à l'alternance si la classe politique s'en donne les moyens. On parlait tout à l'heure des élections, de la contestation. Comment vous expliquez que des acteurs vont à des élections avec des bureaux de vote où il n'y a pas leurs représentants? Comment ils peuvent prétendre gagner? Aujourd'hui, comment vous expliquez que... Alors, c'est établi, c'est vérifié qu'il n'y avait pas de représentants de ces candidats dans tous les bureaux de vote? Mais en tout cas, ils n'ont pas fourni, en tout cas, peut-être le temps que je vienne dans ce plateau, où ils ont publié des PV, parce que pour prouver que vous avez gagné des élections, c'est au minimum des PV que vous fournissez. Bon, je ne sais pas si vous en avez vu, mais au minimum, il y a 39 CELI dans notre pays. Il y a 12 000 bureaux de vote dans le pays. Donc, je pense que la classe politique, en tout cas ceux qui estiment qu'ils ont suffisamment d'électeurs avec eux pour porter la question de l'alternance, peuvent mobiliser 12 000 personnes pour être dans les 12 000 bureaux de vote, quitte à eux, à la fin de l'opération de vote, comme on l'évoque dans le livre, c'est ce qui s'est passé au Sénégal. Il y a eu tout ce débat autour de la question de pourquoi on ne publie pas l'élection, les résultats bureau de vote, pas bureau de vote. Oui. En réalité, bon, je ne sais pas si ça se fait quelque part où, dans un pays où un président de la CENI s'assoit et puis prononce bureau de 12 000 bureaux, vous voyez que ce serait fastidieux. Mais en revanche, les résultats de vote sont publiés bureau de vote par bureau de vote, dans les bureaux de vote. C'est-à-dire que si vous votez dans un bureau, vous avez le résultat de ce bureau. Donc si vous avez 12 000 personnes avec vous, ces 12 000 personnes peuvent vous reporter les résultats bureau de vote par bureau de vote. Et normalement, 2 mois après, on doit pouvoir prouver avec ces PV, avec ces résultats, que les résultats officiels sont faux. Donc, encore une fois, l'alternance... Ça n'exclut pas de jouer quand même la transparence dans la collection. Non, moi je pense que, effectivement, si... parce qu'il n'y a pas de représentant, qu'il ne doit pas avoir de transparence, Jean-Paul. Non, mais justement, c'est ce que je dis. Le fait de ne pas avoir de représentants ne suffit pas à dire que les résultats ont été truqués. Parce que si chacun avait son représentant, ça permettrait de confronter les résultats officiels. Maintenant que certains n'ont pas de représentants, ou en tout cas ne peuvent pas fournir les résultats, 12 000 résultats, donc ils remettent en cause les résultats officiels. Alors comment confronter les résultats officiels? Il n'y a pas possibilité de confronter. Lorsqu'il n'y a pas de confrontation de résultats, donc c'est les résultats officiels qui font office enfin, qui font preuve jusqu'à preuve de contraire. C'est ça. Dans l'ouvrage, vous évoquiez certains rendez-vous manqués ou certaines étapes qui devaient être quand même porteuses de cette marche vers la démocratie qui sont non manquées. L'étape de 1994, par exemple, en fait partie? Oui, enfin, c'est surtout les accords que nous avions cités. On a, par exemple, l'accord RPT-UFC qui... même si ça a été dénoncé par un certain nombre ça, c'est en 2010. Avant cela, il y a d'autres accords qui ont été signés. Là. Oui, non, je pars du plus récent au plus lointain. En fait. Donc, cet accord, même dénoncé par certains, aurait pu permettre des avancées démocratiques, aurait pu nous faire l'économie. Et puis ça donne peu de résultats, hein, Jean-Paul. Comment? L'accord UFC et RPT, le résultat n'est pas palpable. Mais c'est pour ça qu'on l'appelle rendez-vous manqué. Parce que s'il y a eu des résultats, on n'aurait pas appelé rendez-vous manqué. Donc, même si certains l'ont dénoncé, cet accord portait les germes d'une progression, enfin d'un progrès en matière de réforme dans notre pays. On n'aurait pas perdu tout ce temps pour faire les réformes en 2019. Donc, cet accord est un rendez-vous manqué parce que justement, à l'époque, le RPT a profité de la fragilité de l'UFC parce qu'une partie des cadres de l'UFC qui contestaient donc, le contenu de cet accord ont préféré quitter et faire scission et créer l'ANC. Donc,
L'UFC restant, ce qui restait de l'UFC, il était plus fort. Hein. S'est trouvé fragilisé et le RPT en fait en a profité pour ne pas mettre en œuvre l'accord. Oui. Et jusqu'à ce jour, une bonne partie de l'accord, enfin maintenant il y a les réformes qui ont été faites, mais une bonne partie n'était pas mise en œuvre. Ça c'est un rendez-vous manqué qui nous aurait fait l'économie de tant d'années de perdus en termes de réformes à faire. Il y a eu l'accord politique global, oui. Finalement, qui a été soldé là, mais l'accord politique global date de 2006. Donc, il a fallu 13 ans finalement pour que l'essentiel de cet accord soit soldé, évacué avec les réformes. Et c'est un rendez-vous manqué, c'est du temps perdu. Oui, on peut remonter plus loin. L'accord cadre de Lomé, les 22 engagements, l'accord de Ouaga, etc., Colmar et tout ça. Tout ça, c'est des rendez-vous manqués qui nous auraient fait l'économie de cette perte de temps et peut-être de cette période de tension où des gens ont perdu leur vie, où notre économie a été véritablement impactée négativement. C'est ça. Vous citez aussi certains personnages dans le livre, vers la fin. Vous les citez, Gbagbo, Edem Kodjo, le Paul Guinévi. Oui, et Personam. Alors, tous ces acteurs, que sont-ils aujourd'hui devenus? En réalité, est-ce que le problème de la refondation, en tout cas de renouvellement de la classe politique, ne s'impose pas finalement? Oui, elle s'impose nécessairement. Ça n'enlève en rien, finalement, à la qualité de ces acteurs. Ça n'enlève en rien à ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont apporté au processus démocratique. Donc, nous avons voulu leur rendre hommage. Parce qu'il n'y a pas eux, on a cité aussi un certain nombre d'organisations qui ont finalement contribué à l'édification de notre démocratie. Donc, que ce soit Agbo Ibor, que ce soit Edem Kodjo, Kofigo, même si vers la fin il a été contesté, J-Christ Olympio, ils ont peu ou prou quand même contribué à l'édification de notre démocratie. Aujourd'hui, malgré tout ce qu'ils ont apporté, je crois qu'il est temps de renouveler la classe politique togolaise. Imaginez-vous que dans les années 90, quand nous on était au collège, etc., tous ceux dont on parlait, Agbo Ibor, le Paul Guinévi, les Kofigo, etc., discutaient avec qui? Ils discutaient avec Feu Gnassingbé Yadema, Barry Moussa Barké, Porto, Amegbor et tout ça. Aujourd'hui, les Agbo Ibor, ils sont toujours là, mais ils ont en face de qui? Les Barké, tout ça, on ne les voit plus. C'est une jeune génération qu'ils ont, en commençant par le président en exercice. Donc, je crois que il faut, c'est pas un délit de vieillesse, ça n'existe pas. Dont on le taxe. Mais il me semble que le monde a évolué, le Togo a évolué. Ça tient même à l'histoire de la formation de nos partis politiques. Oui, et puis on a une population assez jeune. Il faut que ceux qui incarnent aujourd'hui l'opposition portent le flambeau de la question de l'alternance, du changement, soit à l'image de cette jeune génération. Et que les interlocuteurs du pouvoir en place, qui, lui, a su procéder au renouvellement, soient aussi des jeunes. Mais il n'y a pas de génération spontanée en politique. C'est assez jeune de se battre pour arracher, j'allais dire, la première place à leurs aînés. C'est ça. Alors, un mot très rapidement sur la mort de ce haut gradé de l'armée. C'était donc le 4 mai dernier. Quelle réflexion peut-on en faire? 2 mots, tragédie et inquiétude. Tragédie pour la famille, parce que un homme qui décède dans ces circonstances-là est forcément quelque chose de terrible pour la famille et pour le corps auquel il appartient. Inquiétude, parce que n'oublions pas que le BIR est quand même fait partie des unités les corps d'élite, les mieux formés, les mieux équipés. Donc si celui qui dirige une telle unité peut être assassiné, y compris sur un site qui devait être sécurisé, quid de nous, simples citoyens. Donc il y a de quoi s'inquiéter. C'est pour ça,
que pour ma part, je pense qu'il est très important, il est indispensable que la lumière soit faite rapidement sur les circonstances de ce odieux assassinat et que les auteurs, comme les éventuels commanditaires, soient identifiés et punis, subissent les rigueurs de la loi. Je profite pour présenter mes condoléances à la famille et puis aussi dire que d'ici là, que les auteurs soient identifiés, il faut qu'il y ait une parole officielle des forces armées, qu'il y ait une parole officielle qui dise, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est dans la journée on a dit, on a même vu qu'il y a eu une passation de charge au BIR la dernière fois, mais à moins que vous l'ayez lu vous, je n'ai pas vu ou lu un simple communiqué disant finalement que le colonel Madjouba a perdu la vie dans tel, sans entrer forcément dans les détails, puisque je suppose qu'il y a... Oui, c'est la grande miette, ça parle peu. Hein. Oui, non, la grande miette peut quand même, comme il arrive à la grande miette de communiquer un peu. Donc là, de ce point de vue, je pense qu'il est très important. Je crois que c'est ça aussi qui va calmer un peu les populations. C'est la dimension morale de il est originaire, parce qu'à ce jour, ils n'ont aucune parole officielle, sauf ce qui circulent sur les réseaux sociaux, et ça, c'est pas bon du tout. Lorsque il n'y a pas de parole officielle, alors c'est les réseaux sociaux, c'est les spéculations, c'est les rumeurs qui prennent la place. Et quand les rumeurs prennent la place, c'est très difficile après de courir derrière et de rétablir les choses. Donc, ça aussi conforte la théorie du complot, et tant qu'il n'y aura pas une parole officielle forte, qui permettra aussi, à terme, d'élucider ce qui s'est passé, la théorie du complot perdurera. Très bien, on revient dans l'actualité, peut-être vers la fin. Dans l'actualité, c'est que le président Faure a prêté serment le 3 mai dernier. Alors, on s'attend à quoi finalement? Quel est ce nouveau mandat et quels sont les grands chantiers? Finalement, après 15 ans d'exercice de pouvoir, alors ce 4e mandat va donner quoi de plus que les précédents? Bon, ce qui ça va donner, il faut attendre dans 5 ans pour se prononcer. Mais pour ma part, je pense que les chantiers qui attendent le nouveau président sont nombreux. Et ces chantiers ne peuvent être vus que, en tenant compte d'une triste réalité qui est celle mondiale aujourd'hui, le coronavirus. Quel que soit le programme qu'il a élaboré, quels que soient les chantiers qu'il avait souhaité ouvrir dans les prochaines semaines, il va falloir nécessairement tenir compte de cette crise sanitaire, même dans la composition de son gouvernement. Donc ça aura un fort impact, n'est-ce pas? Nécessairement, parce qu'on ne peut pas faire fi de cette crise, même si aujourd'hui les spécialistes, j'en suis pas un, les spécialistes disent qu'il faudra apprendre à vivre avec ce virus. Il est important de considérer que toute action doit tenir compte de cela, parce qu'on va vivre après cette crise sanitaire, une crise économique nécessairement, la récession, etc. Donc il faut en tenir compte. Ceci étant, je l'avais dit la dernière fois, pour moi le premier des chantiers, c'est le chantier sécuritaire. On n'a pas l'air de l'apprécier véritablement, mais on vit quand même dans un pays où il y a la paix. C'est vrai que le Covid a évacué cette question, mais pendant longtemps, la question du terrorisme à nos portes, qui sévit dans l'espace, dans la sous-région au nord, et puis la question de la piraterie maritime, la criminalité transfrontalière aussi, sont des réalités. Donc, on en est plus ou moins épargné. Je crois qu'il appartient au président de continuer à nous préserver de ces fléaux-là, parce qu'il n'y a aucune politique de développement possible. Il faut aller demander aux Maliens, aux Nigériens qui vivent ça au quotidien. Il n'y a aucune politique de développement possible lorsque le pays est en proie à l'insécurité grandissante et en proie au fléau du terrorisme. Donc, la question de la sécurité, la question de la gouvernance, la question qui est liée à la question de l'impunité, de la corruption. Je crois que ce mandat aussi doit être celui de la sanction, de la punition et de la lutte féroce contre la corruption, parce qu'il n'y a pas aussi de développement possible, il n'y a pas de secteur privé performant si la corruption n'est pas combattue. J'entends par gouvernance aussi la question du dialogue social avec tous les acteurs.
justement du monde professionnel. Et puis, troisième chose, les chantiers économiques. Il y a le PND qui va être nécessairement impacté par le Covid, mais il faut créer les conditions d'un développement économique qui permette à notre pays de créer suffisamment de richesses pour que celle-ci soit partagée entre tous ses fils. Et pour créer justement ces richesses, ceux qui sont en première ligne, c'est les entreprises. Donc la question de l'amélioration du climat des affaires pour permettre à ces entreprises justement de créer des richesses, de créer des emplois, etc., reste primordial. Il faut aussi, là on vit dans une situation sanitaire difficile, il faut en profiter pour accompagner ces entreprises à en sortir. Et tout ça, finalement, n'aura qu'un objectif, c'est satisfaire les besoins, les préoccupations quotidiennes de nos compatriotes, qui sont d'abord la question de santé, la question de l'éducation, l'accès à l'énergie, l'accès à l'eau, l'accès au minimum vital. C'est ça. Parce que si vous développez votre pays, si l'économie est performante, si le climat des affaires est favorable aux entreprises, mais qu'à côté, il n'y a pas d'hôpital, à côté, il n'y a pas d'école, à côté, les gens n'ont pas accès à l'eau, à l'électricité, ça ne servira à rien. Donc, tout ça doit concourir à satisfaire les besoins primaires de nos frères et sœurs. C'est ça. Et on est dans l'attente de la formation d'un nouveau gouvernement? Oui, je suis comme vous, on est en attente. C'est vrai que ça commence à paraître long, puisque les élections ont eu lieu depuis le 22 février, la prestation du serment a eu lieu, ça fait déjà une dizaine de jours. Donc tout le monde attend que cette formation gouvernement ait lieu, mais une seule personne a les prérogatives pour former ce gouvernement. C'est le chef de l'État qui doit d'abord nommer un nouveau Premier ministre, reconduire l'ancien, ou en nommer un nouveau qui sera chargé justement de former. Donc on attend que ce gouvernement soit formé pour voir de faire quelle facture elle est faite et ce qui nous attend en termes de changement dans la vie socio-économique. Très bien. Cet entretien tire à sa fin. Un dernier mot peut-être. À quand la fin de la construction justement de la démocratie? Parce que quand on commence à construire un bâtiment, il faut que ça s'achève un jour. Non, un bâtiment, même chez vous, lorsque vous avez fini de construire chez vous, vous y habitez, de temps en temps, vous repassez de la peinture, vous changez des choses. Non, je crois qu'on est en train de bâtir un bel édifice qui va être conforté chaque année en fonction des événements, en fonction des époques. Et puis, vous le savez, il y a aujourd'hui, puisque c'est ça qui paraît le plus important pour certains compatriotes, il y a la limitation de mandat. Donc, dans quelques années, cette question ne sera même plus un sujet de crispation dans notre pays. Il y a presque 20 ans, tout le monde parlait d'élections en 2 tours, limitation de mandat, bulletin unique. Tout ça, c'est satisfait, mais on me semble avoir oublié. Je suis sûr que dans quelques années, lorsque vous m'inviterez ici, la question de l'alternance, la question de quand est-ce que le bâtiment va être fini, achevé, ce sont des questions qui ne se poseront plus. Donc, donnons le temps au temps et tout ça se mettra en ordre. Merci beaucoup. Merci Jean-Paul Agboire-Leté. Je rappelle que vous êtes co-auteur de cet ouvrage Togo, une démocratie en construction, coécrit avec votre confrère Louis Magloire Kemayou, paru aux éditions Michel Lafon. Pour ceux qui s'y intéressent, ils peuvent donc se procurer l'ouvrage. Je le rappelle, Togo, une démocratie en construction. Ce fut un plaisir pour moi de vous recevoir. Parler du livre, mais en même temps aussi de faire le tour d'horizon de notre actualité. Amis téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro de rencontre-échange. Il était question justement des faits de notre société, mais aussi de l'apparition de cet ouvrage Togo, une démocratie en construction, coécrit par Jean-Paul Agboire, il était notre collègue compatriote, et Louis Magloire Kemayou, qui est journaliste camerounais. Je vous retrouve samedi prochain pour d'autres réflexions. Au revoir et à très bientôt. Merci Jean-Paul. Merci.